Une nuit, feignant de dormir dans ma chambre, j'ai entendu une conversation dans la cuisine qui m'a glacé le sang. Mon fils unique, Antoine, parlait avec ma belle-fille, Caroline, de quelque chose que je n'aurais jamais imaginé entendre dans ma propre maison. Je souffre d'une maladie pulmonaire grave, résultat de décennies à respirer la poussière de chantier, le ciment, la chaux, m'avait laissé dépendant de l'oxygène 24 heures sur 24. Le bruit constant du concentrateur d'oxygène était devenu la bande sonore de ma vie. Le petit tuyau dans le nez était devenu une partie de moi. J'étais prisonnier dans ma propre maison. Il y a un mois, mon fils Antoine, 47 ans, avait emménagé chez moi avec sa femme, Caroline, 39 ans. « Papa, on est venu s'occuper de toi. Tu ne peux pas rester seul dans cet état. » Moi, qui avais toujours été un homme indépendant, qui avait construit cette maison brique par brique de mes propres mains, j'avais dû ravaler ma fierté et accepter cette aide. Et maintenant, j'étais toléré dans ma propre maison. Mais dans cette nuit glaciale, j'ai découvert que l'aide que je pensais recevoir était quelque chose de très différent. J'étais allongé dans mon lit, connecté à l'oxygène, tentant de dormir. Antoine et Caroline venaient de rentrer du travail. Cette nuit-là, c'était différent. Au lieu d'aller directement dans la chambre, ils sont allés dans la cuisine. Quelque chose dans leur ton a immédiatement attiré mon attention. Je me suis levé doucement, traînant le tube d'oxygène avec précaution. Je me suis positionné dans le couloir où je pouvais tout entendre. « Caroline, je n'en peux plus de cette situation », Antoine a dit. L'odeur de médicaments partout, le bruit de cette machine sans arrêt, et ça ne s'améliore pas. Caroline, ça empire chaque jour. Je sais, chérie. À l'hôpital, je vois des cas comme ça tous les jours. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de retour. La voix de Caroline était presque un murmure. Il souffre trop, et nous souffrons trop avec lui. Parfois, je pense que ce serait mieux pour tout le monde si cette souffrance se terminait bientôt. Antoine? Non, écoute-moi. Tu penses qu'il est heureux comme ça? C'est ça la dignité? Mon propre fils questionnait si ma vie valait la peine d'être vécue. Et nous, Antoine, nous n'avons plus de vie à nous. Tout l'argent va pour les médicaments. On n'arrive même plus à sortir ensemble. C'est exactement ça. Ce n'est juste ni pour nous, ni pour lui. S'il partait naturellement, ce serait un soulagement pour tout le monde. Mais le médecin dit qu'il peut vivre comme ça pendant des années encore. Caroline, tu travailles à l'hôpital, tu sais comment ces choses arrivent. Parfois un problème avec l'oxygène pendant la nuit. Antoine, tu dis ce que je pense que tu dis? Je dis que les accidents arrivent, Caroline, surtout avec les personnes âgées qui dépendent d'appareils. Et quand ils arrivent, personne ne suspecte rien parce que c'est naturel. Ma respiration est devenue si difficile que j'ai failli m'évanouir. Il ne souhaitait pas seulement ma mort naturelle, il la planifiait. Quand? Fut tout ce que Caroline a demandé. Vendredi prochain, on travaille dans la nuit comme d'habitude, on rentre fatigué, sauf que cette fois, on se réveille et on découvre qu'il s'est passé quelque chose. Et s'il se réveille, Caroline? Il prend ses médicaments pour dormir, 3 types différents. Et même s'il se réveillait, qu'est-ce qu'il ferait? En 5 minutes, tout serait résolu. Mon propre fils planifiait mon élimination. Tu es absolument sûre, Caroline? On n'en peut plus, et soyons honnêtes, après ça, on pourrait recommencer notre vie. La maison vaut une fortune, il y a sa retraite, il y a les économies. Héritage, c'était pour l'argent. La maison vaut combien? Caroline a demandé. Environ 200 000 €, plus sa retraite, et il a encore environ 40 000 € d'économies. Alors c'est décidé. C'est décidé. Vendredi à l'aube, je suis retourné dans ma chambre en rampant. Mon fils avait programmé mon élimination pour dans 4 jours. Quand Antoine et Caroline se sont levés, ils se sont comportés normalement. « Bonjour papa, bien dormi ?» Comme s'ils n'avaient pas passé la nuit à planifier ma mort. L'après-midi, quand ils sont partis travailler, j'ai appelé ma sœur. « Marguerite, Marguerite, tu peux venir? J'arrive tout de suite. » Plus tard, Marguerite était dans mon salon, tenant ma main pendant que je racontais la conversation. J'ai vu l'horreur grandir sur son visage. « Michel, mon Dieu, comment peuvent-ils penser une chose pareille? Tu ne peux pas rester dans cette maison un jour de plus. Tu viens chez moi aujourd'hui même. » Nous avons commencé à organiser ma fuite. Marguerite a appelé un ami avec un van adapté. J'ai séparé documents, médicaments, vêtements. À 6 heures du soir, tout était prêt. J'ai laissé un mot simple. Je vais me soigner ailleurs. Si cette histoire vous touche, laissez ce like salvateur.
Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et commentez d'où vous nous écoutez. La maison de Marguerite était dans une rue tranquille du 6e arrondissement de Lyon. Une maison simple de 2 chambres, avec un jardin qui semblait un petit coin de paradis. Marguerite avait transformé la salle à manger en chambre complète pour moi. Elle avait descendu son propre lit, installé des prises extra pour l'oxygène, acheté un matelas orthopédique neuf. « Michel, tu es mon frère. Ici, tu auras les soins que tu mérites. » Le médecin que Marguerite avait appelé est arrivé le jour même, Docteur Renaud. « Monsieur Michel, je vais vous examiner correctement et nous allons ajuster ce traitement. » Il m'a examiné pendant presque 1 heure. La première nuit chez ma sœur fut révélatrice. J'ai dormi avec un silence paisible, un silence de paix. Marguerite se levait la nuit pour vérifier si j'allais bien. Je vérifiais juste mon frère. « Dors, Michel. » C'était un soin qui venait du cœur, pas de l'obligation. Le 2e jour, ont commencé les appels d'Antoine. Le téléphone a sonné à 6 heures du matin. « Tante Marguerite, où est mon père? Il a disparu. Je suis désespéré. » J'étais dans la cuisine, prenant un café fraîchement préparé avec du pain chaud que Marguerite était allée chercher à la boulangerie. « Antoine, ton père va bien, et il est ici, avec moi. »« Comment ça, il est là? Il est confus, malade. Vous ne pouvez pas kidnapper mon père. » J'ai fait signe à Marguerite que je ne voulais pas parler. « Antoine, ton père ne veut pas te parler maintenant. »« Qu'il est manipulé. Je dois chercher mon père immédiatement. » 1 semaine seulement chez Marguerite, je restais déjà de longues périodes sans l'oxygène. Je marchais dans le jardin, m'asseyais sur la véranda, m'aidais même en cuisine. C'est le 4e jour qu'Antoine a décidé d'apparaître. J'étais sur la véranda quand j'ai entendu le bruit de sa voiture. Antoine est descendu, visiblement énervé. « Tante, je veux parler à mon père maintenant. C'est un enlèvement. »« Antoine, ton père ne veut pas te voir. Vous n'avez pas le droit d'empêcher un fils de voir son propre père. » Antoine a essayé de forcer le portail. Marguerite a tenu ferme, petite comme elle était, mais déterminée comme une lionne. « Papa, je sais que vous êtes là, rentrons à la maison. » Je me suis levé doucement, je sentais que je devais parler. « Antoine, je ne retournerai pas dans cette maison. Vous êtes manipulé, vous ne voyez pas que cette femme veut juste votre retraite ?» L'accusation était si absurde. Marguerite, qui dépensait son propre argent pour me soigner, accusée d'intérêt par Antoine qui vivait gratuitement chez moi depuis 8 mois. « Antoine, mon frère est ici parce qu'il veut être ici. Personne ne l'a forcé. Vous allez regretter de vous être mêlé de ma famille. » Antoine est retourné à sa voiture en claquant le portail. Avant de partir, il a crié « Papa, quand celle-là en aura marre de vous, ne venez pas pleurer chez moi. » La voiture est partie en faisant crisser les pneus. Mais pendant qu'Antoine montrait son vrai visage dehors, quelque chose d'incroyable commençait à m'arriver à l'intérieur. Chez Marguerite, je restais déjà des périodes sans l'oxygène. Le médecin a complètement ajusté ma médication et m'a donné une nouvelle qui a tout changé. La kinésithérapie respiratoire qu'il avait introduite faisait des miracles. « Monsieur Michel, vous étiez médicamenté de façon totalement inadéquate. Certains médicaments étaient contre-indiqués pour votre condition. » Le docteur Renaud m'a expliqué que je prenais des médicaments pour l'anxiété qui nuisaient à la respiration et des somnifères qui diminuaient la fonction pulmonaire. Il est possible que votre condition n'ait jamais été aussi grave qu'elle paraissait. Ces médicaments inadéquats aggravèrent vos symptômes. La révélation était choquante. Étais-je maintenu intentionnellement dans un état de fragilité ? 2 mois plus tard, la différence était impressionnante. Je marchais dans le jardin sans me fatiguer, aidais Marguerite en cuisine, restais assis sur la véranda à lire le journal pendant des heures. La respiration s'était tellement améliorée que j'utilisais l'oxygène seulement pour dormir, puis plus du tout. Je coupais ce qui me rendait malade pour pouvoir refleurir. 3 mois après mon départ, Antoine est revenu avec une stratégie différente. Maintenant, ce n'était plus le fils inquiet, c'était l'héritier impatient qui voulait de l'argent. « Papa, une opportunité incroyable est apparue. Si ça marche, ça va résoudre notre vie pour toujours. »« Tage, quelle opportunité, Antoine? J'ai besoin d'un capital initial. Vous avez cette réserve, n'est-ce pas? » ?»« Quelle réserve? Cette épargne dont vous parliez toujours. Antoine, cette épargne est pour mon urgence, pas pour ton opportunité. » Papa, vous ne faites pas confiance à votre propre fils. Antoine, quels soins as-tu eu pour moi? Vivre gratuitement chez moi pendant 8 mois sans payer ni électricité? Le silence fut révélateur. J'ai compris, papa.
Vous préférez faire confiance à une sœur qu'au propre fils. Antoine, quand vous aurez besoin de moi, peut-être que je ne serai pas disponible non plus. » Et il a recroché. La menace était claire. Les appels suivants furent encore plus révélateurs. Toujours demandant de l'argent, toujours avec une urgence nouvelle. C'est alors que j'ai eu l'idée de commencer à enregistrer ces conversations sur le portable que Marguerite m'avait donné. Le médecin avait suggéré d'avoir une preuve du caractère de mon fils au cas où Antoine tenterait quelque chose légalement. Dans un des appels les plus révélateurs, Antoine a dit « Papa, vous devez comprendre ma situation. Je soutiens une maison tout seul maintenant. » « Antoine, je vous ai entendu, toi et Caroline, parler de débrancher mon oxygène. » La pause fut trop longue pour être innocente. « Vous avez mal entendu, vous étiez confus. » « Je suis sûr de ce que j'ai entendu. »« Vous êtes manipulé par tante Marguerite, elle vous remplit la tête de mensonges. » Mais je n'étais pas manipulé. 4 mois plus tard, ma récupération était impressionnante. Je vivais des heures sans oxygène, marchais de longues distances dans le quartier, avais pris 8 kilos. La couleur de ma peau s'était améliorée. Le médecin était impressionné. En 40 ans de médecine, j'ai rarement vu une amélioration si rapide, monsieur Michel. Les soins et l'amour sont vraiment les meilleurs remèdes qui existent. Et il avait raison. L'amour de ma sœur, ses soins, la paix de cette maison simple mais pleine de vie. C'est alors que l'idée qui mûrissait dans ma tête depuis un moment est devenue une décision inébranlable. Je devais me libérer définitivement du passé, de cette maison devenue une prison et de ce fils qui me voyait comme un poids. J'ai décidé de vendre ma maison, où Antoine et Caroline vivaient gratuitement. Cette maison était à moi. Marguerite m'a aidé à trouver un avocat de confiance qui a compris la situation. Ensemble, nous avons commencé le processus de vente. Tout a été fait dans le secret absolu. L'argent de la vente serait ma liberté, mon nouveau départ. Le jour de vérité est arrivé. J'étais chez Marguerite, assis sur la véranda. Le téléphone a sonné. C'était Antoine. J'ai respiré profondément et j'ai répondu « Papa, vous avez encore disparu. J'appelle depuis des jours. Où êtes-vous » « Antoine, je dois te dire quelque chose. » Ma voix était calme. « J'ai vendu la maison. » Le silence fut lourd, dense. « Comment ça? Vous avez vendu la maison, papa? Vous êtes fou. Vous avez vendu notre maison? » « Non, Antoine, j'ai vendu ma maison, la maison que j'ai achetée avec mon argent, avec la sueur de mon travail d'une vie entière. Et vous avez 30 jours pour partir. » L'explosion est venue. Cris, menaces, accusations. « Vous êtes manipulé, cette femme vous vole, je vais vous poursuivre. » Antoine et Caroline ont tout essayé. Procès, menaces, même un repentir. Mais j'étais déterminé. Avec l'avocat, ils n'ont eu aucune chance. La loi était de mon côté. Ils sont partis révoltés. Avec l'argent de la vente, j'avais les ressources pour vivre dignement. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour avoir la paix et la liberté. Marguerite et moi sommes partis pour l'Europe. L'Italie avec sa cuisine divine, l'Espagne avec la passion du flamenco. Nous avons connu des cultures différentes, fait des amis, vécu intensément. Antoine, bien sûr, a appris mes voyages. Les photos que Marguerite postait, tout est arrivé à ses oreilles et il a essayé de se rapprocher. Appels, messages, excuses creuses. « Papa, je suis vraiment désolé. J'ai fait des erreurs. Je veux retrouver mon père. » J'ai répondu avec calme. « Fils, tu m'as appris que la charité commence à la maison. Et ma maison est où je suis aimé, respecté, valorisé. Et tu n'en fais pas partie. Je laisse un message à vous qui m'écoutez. Si vous avez un membre de la famille qui n'apparaît que quand il a besoin de quelque chose, qui vous voit comme une ressource, qui vous dévalorise, rappelez-vous, nous ne sommes pas obligés de soutenir ceux qui nous détruisent. La vraie famille protège, aime, nourrit. N'ayez pas peur de vous protéger, de recommencer, de chercher votre paix.